Alors la proposition 9 de l'ouvrage traite de la question de la financiarisation des marchés de matières premières. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'observation que depuis un certain nombre d'années, un certain nombre de marchés de matières premières, en particulier le pétrole, voient leur prix évoluer non pas en fonction de l'offre et de la demande réelle de pétrole, de la part d'entreprises et d'institutions qui sont intéressées à acheter ou à vendre du pétrole physique, mais évoluent en fonction des mouvements de capitaux sur les marchés d'actifs dérivés sur les matières premières. Alors, si on prend l'exemple du pétrole, par exemple, en 2008-2009, on a vu le prix du baril de pétrole passer de 40 $ à 140, puis redescendre à 60, puis remonter à 80 en l'espace de 10 mois. Et ceci, on sans doute, n'était pas dû du tout à, disons, une variation très très forte de l'offre et de la demande réelle de pétrole, mais à des mouvements de capitaux, de traders financiers paniqués sur les marchés dérivés sur le pétrole. Pourquoi les traders étaient-ils paniqués? Parce que on était en plein dans la crise des subprimes, donc un certain nombre d'opérateurs financiers retiraient leur liquidité des investissements d'actifs financiers toxiques dans lesquels ils les avaient placés et essayaient de les placer dans des placements qui leur paraissaient plus sûrs. Et il se trouve qu'il y a une espèce d'atavisme des traders sur les marchés financiers qui est, quand ils ont peur, qu'ils investissent dans 3 lieux, le franc suisse, l'or et le pétrole. Alors pourquoi ces 3-là? Bon, il faudrait leur demander. Mais toujours est-il qu'on voit tout d'un coup le prix du pétrole qui explose parce qu'ils se mettent à acheter massivement des contrats dérivés sur le pétrole. Et puis ensuite le prix du pétrole qui redégringole parce que un certain nombre d'entre eux se disent « Bon, la crise financière est terminée, je reprends les liquidités que j'avais investies dans le pétrole et je les replace dans d'autres placements qui me paraissent plus intéressants. » Et donc ça fait faire des montagnes russes au cours du pétrole en 2008 et 2009 qui n'ont rien à voir avec la réalité de la demande et de l'offre de pétrole. À telle enseigne que si vous regardez le cours de l'or et le cours du pétrole à la même époque, 2008-2009, eh bien vous voyez qu'il est absolument parallèle. Rigoureusement parallèle, alors qu'il n'y a aucune raison économique, physique, de penser que les acheteurs d'or ont quelque chose à voir avec les acheteurs de pétrole. Et inversement, les vendeurs d'or avec les vendeurs de pétrole. Donc ça prouve bien que le cours d'une énergie aussi fondamentale que le pétrole, qui dicte en gros le cours de toutes les énergies fossiles aujourd'hui dans le monde, n'est plus dicté par la réalité physique de la demande de pétrole. Alors c'est très embêtant en premier lieu pour les compagnies pétrolières elles-mêmes, parce que ce dont elles ont besoin, elles, pour pouvoir calibrer leurs investissements, qui sont pharaoniques, c'est d'une visibilité à très long terme du cours du pétrole. Elles ont besoin de pouvoir anticiper la hausse du prix du pétrole sur les 10, 20, 30 prochaines années avec une certaine fiabilité. Si tous les 2 ans, vous avez le cours du pétrole qui fait le yo-yo parce qu'il y a des traders financiers qui s'amusent à acheter ou à vendre des actifs dérivés sur le pétrole, les pétroliers n'ont plus aucune visibilité sur le cours du pétrole. Et donc c'est extrêmement pénalisant pour eux parce qu'ils prennent beaucoup plus de risques du coup dans les investissements qu'ils doivent réaliser, en particulier sur des enjeux aussi fondamentaux que les techniques non conventionnelles d'extraction du pétrole, les techniques de fractionnement de la roche et de gaz de schiste. Du coup, on assiste à une pression assez forte de la part du secteur des compagnies pétrolières sur le politique pour que le politique pousse à la réglementation des marchés financiers de dérivés sur le pétrole. Et c'est l'un des sujets sur lesquels on peut dire quand même, depuis 2008, la question de la réglementation a un petit peu avancé, essentiellement parce que vous avez en face, disons, du secteur bancaire, qui est très très hostile à la réglementation, un autre secteur, le secteur industriel pétrolier, qui lui pousse à la réglementation. Alors nous, dans ce bouquin, on prend en position en faveur du diagnostic qui est qu'il y a une financiarisation très forte du prix des matières premières, en particulier du pétrole, mais pas seulement du pétrole, sachant que c'est une prise de position, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'observateurs économiques et de financiers aujourd'hui qui contestent ce diagnostic et qui essayent de nous convaincre que non, le prix du pétrole n'est pas dicté par les mouvements de capitaux sur les marchés financiers, mais disons par une volatilité intrinsèque de l'offre et de la demande du pétrole. L'auteur de cette proposition, la proposition 9 dans le bouquin, Frédéric Boll, qui a dirigé la plateforme de trading d'une grande compagnie pétrolière en Suisse, lui, fort de son expérience, diagnostique le contraire, c'est-à-dire il reconnaît que le prix du pétrole est dicté en fait par ce qu'on appelle une relation de non-arbitrage entre l'achat d'actifs dérivés sur le pétrole et le cours du pétrole aujourd'hui. Pour être un tout petit peu plus précis, lorsque j'achète un futur sur le pétrole, c'est-à-dire un contrat qui me promet la livraison d'un certain nombre de millions de barils de pétrole ou de milliers de barils de pétrole dans 10 ans, eh bien ça va avoir une influence sur le prix du pétrole aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai toute une courbe quasiment continue
disons idéalement, de livraison possible du pétrole entre demain et puis dans 10 ans. Et puis, en fait, en remontant la pente, d'une certaine manière, à partir du prix de la livraison du pétrole dans 10 ans, et je peux en déduire celle du pétrole dans 9 ans, puis dans 8 ans, jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et sauf à autoriser un arbitrage sur les marchés, eh bien, si le prix du pétrole dans 10 ans augmente beaucoup, ça va avoir une influence sur le prix du pétrole aujourd'hui. Oui. Alors, ce que remarque Frédéric Ball, l'auteur de la proposition, c'est que la raison, disons, de cette financiarisation du cours du pétrole est liée au fait que la majorité des intervenants aujourd'hui sur le pétrole, ce sont des institutions financières et non plus des institutions qui sont intéressées par le pétrole réel. Du coup, la recommandation qu'il fait, c'est de dire aux régulateurs, il faut d'abord que vous développiez les statistiques nécessaires pour qu'on puisse mesurer de manière objective le poids relatif du secteur financier dans la détermination du prix du pétrole. Qu'on puisse avoir une mesure objective, discutable, de manière publique, du poids des grandes banques américaines, pour ne pas les nommer, qui interviennent sur les marchés dérivés sur le pétrole. Le deuxième point, c'est de dire, fort de cette information statistique dont nous avons besoin, le régulateur pourrait être autorisé à prendre des mesures de manière à limiter le poids des investisseurs financiers, des investisseurs non réels, si je puis dire. Alors, comment peut-il le faire? Il peut, par exemple, imposer des limites sur les prises de position des investisseurs financiers au début de la courbe dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire sur les échéances courtes de livraison à 3 mois, 6 mois, 1 an. En limitant ces positions, le régulateur limiterait le poids, disons, des investisseurs financiers qui ne prennent ces positions que pour des raisons spéculatives. Et qui, quand il s'agit de grandes banques américaines, qui sont des véritables mastodontes financiers, peuvent mettre tellement d'argent dans la balance qu'elles finissent par peser plus lourd que les acheteurs réels de pétrole ou les offreurs, les vendeurs réels de pétrole. Le deuxième point sur lequel insiste beaucoup Frédéric Ball, c'est la question du trading automatique. Disons, la réglementation qui est actuellement en cours de finalisation sur les marchés dérivés sur le pétrole demande que les prises de position soient faites désormais de manière électronique. Et Frédéric s'y oppose en disant c'est extrêmement dangereux parce que c'est la porte ouverte à une prise de position très forte de la part de ce qu'on appelle aujourd'hui le trading algorithmique et le trading haute fréquence sur ce type de marché. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit des procédures d'intervention sur les marchés financiers relativement récentes qui ont commencé à se développer il y a 3-4 ans de manière industrielle, qui consistent à remplacer le bon vieux trader avec ses téléphones et ses ordinateurs par une machine, un ordinateur, dont les algorithmes prennent des positions de manière automatique sur les marchés financiers. Alors, la proposition numéro 11 du bouquin reprend la question du trading algorithmique et du trading de haute fréquence de manière plus générale. Donc j'y reviendrai tout à l'heure, mais ce que Frédéric constate, c'est qu'en réalité, ces algorithmes de trading ne visent pas, et c'est une évidence, disons la réalisation d'une transaction réelle de pétrole, mais simplement des prises de position spéculatives sur les dérivés sur le pétrole qui ont des conséquences que j'ai décrites tout à l'heure sur la volatilité du prix du pétrole. Typiquement, de quoi s'agit-il? Vous avez un algorithme qui fonctionne à la microseconde, alors que les autres intervenants sur le marché financier des dérivés sur le pétrole fonctionnent, disons, à la milliseconde. Donc vous êtes 1000 fois plus rapide que vos concurrents. Et donc vous prenez des positions qui vont faire anticiper, enfin qui vont donner l'impression qu'il y a une augmentation de la demande, donc qui vont faire mécaniquement monter les prix. Et donc dès que vos concurrents ont pris des positions similaires et se disent ah les prix montent donc je vais acheter, à ce moment-là vous annulez votre position. Et vous pouvez le faire parce que vous avez un algorithme de trading qui est 1000 fois plus rapide que celui de vos concurrents. Voilà. Alors vous voyez, c'est ce genre d'opération qui consiste à berner, en fait, à duper une partie du marché qui est moins sophistiquée technologiquement que vous, et qui permet à un certain nombre de banques aujourd'hui d'engranger des revenus faramineux, simplement grâce à la vitesse d'exécution des opérations qu'elles passent sur les marchés. Donc Frédéric prend une position très simple et dit, voilà, il faut sinon interdire, du moins limiter de manière drastique l'usage de ce type de trading automatique et algorithmique sur les marchés d'actifs dérivés sur le pétrole.